Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information. Très heureux de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. J'espère que vous vous portez bien. Voici les grands titres qui y seront développés. D'état d'urgence en état d'urgence, l'insécurité pour sa cause folle. Port-au-Prince, première comparution des prévenus Magali Habitant, Éléonore des Vallons et Profane Victor devant le parquet de Port-au-Prince. Mirbalet, 2 journalistes portés disparus après les attaques des bandits armés. Canada, les Haïtiens au cœur du débat électoral. Haïtiens à la frontière du Canada, Daniela Ferrière invite à ne pas donner raison à l'administration. En un an au pouvoir du Conseil présidentiel de transition, on ne compte plus le nombre de périodes d'état d'urgence qui a été déclaré. À chaque fois que l'insécurité paraît hors de contrôle, les meneurs de la transition recourent à l'état d'urgence comme s'il s'agissait d'une solution miracle. Pourtant, d'Ariel Henry à Gary Coney, puis à Didier Fils-Aimé ou encore d'Edgar Leblanc à Leslie Voltaire, il est difficile de dire à quoi sert l'état d'urgence en termes d'amélioration des Haïtiens. De Kinskov à Clercine, Intaba pour arriver à Mirbalet, Sodo, les gangs imposent leurs lois. En attendant un rapport complet sur les attaques des gangs dans le plateau central, un rapport de l'ONU met les chiffres sur les horreurs des gangs à Kinskov, 262 morts et 66 blessés, dont au moins 53% étaient des membres de la population et 47% des individus associés au groupe criminel sont recensés selon un rapport public ce lundi par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, les gangs étant en pleine opération dans la commune, il est clair que la population n'est pas au bout de ses peines. Le renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire va-t-il permettre à l'exécutif CPT et au gouvernement emphysémé de secourir la population face aux gangs? En attendant d'avoir la réponse 24 heures après le renouvellement de l'état d'urgence sécuritaire, les informations font croire que les bandits continuent de piller et d'incendier des écoles et résidences privées à Port-au-Prince. Après une année de promesses non tenues en matière de lutte contre l'insécurité, l'exécutif a l'obligation de signer une première victoire, surtout que le CEP a renouvelé son engagement d'organiser des élections en vue de remettre le pouvoir des autorités légitimes au début de l'année prochaine. Tant que les gangs continuent d'élargir leur territoire, les élections restent un peu pieuses. Les anciens fonctionnaires de l'État, Magali Habitant, Éléonore des Vallons et Profane Victor, arrêtés en janvier dernier par la Direction générale de la police judiciaire, DCPJ, pour leur présumé lien avec les gangs armés haïtiens, se sont présentés le jeudi 10 avril 2025
devant le parquet de Port-au-Prince, emprisonnés depuis leur arrestation. Les prévenus, menottés, ont été escortés par des agents de la brigade d'intervention BRI et ils se sont présentés pour la première fois devant leur juge naturel afin d'être auditionnés. Ils ont été conduits tous menottés par une patrouille à bord de laquelle se trouvaient des policiers de la brigade d'intervention, arrêtés respectivement les 12 et 30 janvier 2025. Profane Victor et Éléonore Desvallons sont soupçonnés de financement de gang. L'ancien parlementaire de la 50e législature, élu sous la bannière de Bouclier, a été dénoncé par le gang. Le chef du gang Grand Griffe, Audma Louisin, avant la mort de ce dernier. Quant à Magali Habitant, elle a été mise sous les verrous le 9 janvier pour crime et enlèvement liés à la disparition du jeune militant politique Dixon Norès, selon la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Le journaliste Israël Roger Claudie, ancien correspondant de Radio Guinée et propriétaire d'un média à Mirbalais, a été enlevé par des individus qui ont attaqué la dite commune le lundi 31 mars 2025, selon Rémi Joseph, secrétaire général de Solidarité Journaliste Mirbalais, invité à Panel Magique le mardi 8 avril 2025, dans une vidéo mise en ligne durant le week-end. Israël Roger Claudie et un de ses frères ont été vus menottés par des bandits armés qui les ont présentés comme des membres de la brigade de sécurité des aires protégées BESAP. Depuis, aucune information n'a filtré sur l'état du journaliste et de son frère. Pour ce qui est de l'autre journaliste, Jean-Christophe Collègue, ancien correspondant de la Voix de l'Amérique en Haïti, il reste à ce jour porté disparu. Selon Rémi Joseph, les dernières communications avec Jean-Christophe Collègue remontent au mardi 1er avril 2025. À ce moment-là, il avait informé les membres de sa famille qu'il s'était mis à couvert sous un lit en raison des détonations à proximité de sa résidence. Monsieur Collègue avait refusé d'abandonner le village de Mont-Carmel où il résidait, a fait savoir Monsieur Joseph, soulignant que les bandits armés ont incendié plusieurs maisons dans ce quartier. Suite à la communication du mardi 1er avril, l'un des membres de la famille, Monsieur Collègue, a tenté de le joindre au téléphone. Celui qui a répondu lui intimait l'ordre de ne plus rappeler ce numéro et de venir récupérer le cadavre, a raconté le secrétaire général de Solidarité Journaliste Mirbalais. À date, aucune personne n'a pu se rendre sur les lieux pour prendre des nouvelles de M. Collègue, a regretté Rémi Joseph. L'absence de ces deux journalistes est un coup dur pour nous autres, confrères, journalistes, et pour la communauté mirbalaisienne, a déclaré Rémi Joseph, qui a appelé à la libération de ces deux travailleurs de la presse s'ils sont encore en vie. L'Association des journalistes haïtiens AJH a réagi à la nouvelle de la disparition de ces deux journalistes. La résidence de Jean-Christophe Collègue, ancien correspondant de la Voix de l'Amérique, VOA, a été incendiée et ses parents n'ont aucune nouvelle de lui depuis. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux montre le correspondant de Radio Guinée, Israël Roger Claudie, et son frère enlevés par les gangs qui les ont identifiés à tort comme des membres de la brigade de sécurité des aires protégées BESAP, a déploré l'AJH dans une note en début de semaine. Dans la note, l'AJH a appelé à une mobilisation urgente des autorités haïtiennes
pour assurer la protection des médias et des journalistes, rappelant que chaque journaliste assassiné ou disparu, chaque média vandalisé ou incendié est une attaque contre la démocratie. À la place des promesses vaines, la JH appelle à des actions concrètes des autorités. Elle leur rappelle que la liberté de la presse est un pilier incontournable pour sortir Haïti et il est du chaos à réclamer la JH. En plus de ces deux journalistes portés disparus, Rémi Joseph a souligné que beaucoup de journalistes à Mirebalais ont pris la fuite sans être préparés et vivent actuellement dans des situations extrêmement difficiles. Depuis l'invasion des criminels armés à Mirebalais il y a une semaine, la situation reste très tendue dans cette commune du département du Centre. Les bandits armés contrôlent le centre-ville de Mirebalais, en particulier le sud et l'ouest de la commune. La partie nord est encore sous le contrôle des policiers, a fait savoir Rémi Joseph, secrétaire général de Solidarité Journaliste Mirebalais. Parallèlement, M. Joseph a souligné que les opérations policières ont cessé à Mirebalais depuis un certain temps. Les médias canadiens rapportent une augmentation considérable ces derniers jours du nombre de demandeurs d'asile qui arrivent au Canada fuyant les États-Unis à partir de la frontière terrestre de Saint-Bernard-de-la-Colle. À date, la majorité de ces personnes sont des Haïtiens. En janvier, alors que le Canada était en plein hiver, 560 personnes venant du territoire américain se sont présentées à ce poste frontalier. Ils étaient 755 en février, 1356 en mars et 557 jusqu'au 6 avril. Avec le changement de saison et la date butoir du 24 avril qui arrive, la limite fixée par le président américain pour les bénéficiaires du programme Biden de quitter le pays, les autorités canadiennes craignent un flux de demandeurs d'asile, une situation qui fait débat. Si l'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait ouvert les bras dans le passé aux personnes qui tentaient d'entrer au Canada à partir des États-Unis, Mark Carney, son remplaçant au poste de premier ministre et aussi à la chefferie du Parti libéral, laisse comprendre que sa politique migratoire sera différente de Trudeau. En pleine campagne électorale, ce sujet devient un acte important dans l'offre politique des candidats. Pour Mark Carney, et nous avons un accord de pays sûr avec les États-Unis, et selon cet accord, on peut les renvoyer aux États-Unis. Selon moi, c'est approprié, ce n'est pas acceptable que les États-Unis nous donnent tous les demandeurs d'asile, a-t-il critiqué. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, candidat relativement favori au poste de Premier ministre, affirme « Je suis pour l'immigration légale. Quand les gens arrivent au Canada, ils devraient montrer qu'ils sont ici en tant que vrais demandeurs d'asile. » De son côté, François Legault, Premier ministre du Québec, la principale destination de personnes qui fuient les États-Unis, a déclaré que sa province a vraiment excédé sa capacité d'accueil. Ce n'est sûrement pas le temps d'en ajouter et je demande au gouvernement fédéral d'agir, a-t-il soutenu pour le député de l'opposition, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Ce qui s'en vient est peut-être beaucoup plus gros que ce qu'on a connu avant. Selon le ministre québécois de l'immigration, cela ne fonctionne pas pour le logement, la santé, l'éducation et la francisation. On va faire notre part, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, a lancé Jean-François Auberge. Une déclaration qui a poussé l'immortel Dany Laferrière à réagir. Certains
C'est injuste de traiter les Haïtiens de misère du monde quand nous savons qu'ils seront la richesse du Québec dans moins d'une génération, a-t-il affirmé. Les Haïtiens, a ajouté Daniela Ferrière, ont fait aussi leur part dans la richesse du Québec. Ils ont aidé à rendre ce pays moderne, a-t-il dit en interview à Radio-Canada. Selon lui, parmi les milliers d'Haïtiens qui tentent d'entrer au Canada, il pourrait y avoir des milliers de damnifiés. La Ferrière, pour l'académicien, la déclaration du ministre Auberge est expéditive et pas assez étudiée. Et parce que la situation se dégrade de jour en jour en Haïti, parce que ceux qui sont en position de gouverner le pays ne font rien pour freiner la terreur des groupes criminels, parce qu'Haïti est pratiquement isolé du reste du monde, avec son principal aéroport qui ne reçoit plus de lignes commerciales depuis novembre 2024 parce que les Haïtiens bénéficiaires du TPS et du programme Baden contraints de laisser le territoire américain vivre un cauchemar au quotidien alors qu'ils ont quitté Haïti à la recherche d'un mieux-être. Amis les ondes d'Haïti et du monde entier, notre bulletin de nouvelles arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'à cette dernière minute.